Jean-François, vous avez un point commun avec Vincent, qui a été otage des Tchétchènes pendant plus de 300 jours. Vous avez tous les deux maintenant la phobie du noir. C'est-à-dire que vous ne supportez plus du tout le noir, Vincent? Non, le noir total, non. J'aime pas ça. Les parkings, c'est pareil. J'ai de la chance de vivre dans une ville où il n'y a pas de métro, mais ça, je ne pourrais plus. Bon, ça passera pas, c'est pas trop grave, mais les grands espaces aussi me font un petit peu peur. En même temps, j'ai envie de courir dans des bois, j'ai envie de grimper sur des montagnes, mais ça fait un petit peu peur, parce que c'est aussi retrouver une forme de solitude. Il y a un aspect confortable, puis il y a un aspect oppressant. Ça fait combien de temps vous êtes sorti maintenant? Ça fait que 5 mois. 5 mois, c'était janvier. C'est une sorte de sérénité que vous essayez de retrouver. Vous donnez une impression en tout cas de grande sérénité, de grand calme. Non, il y a du calme intérieur, mais je souffre un peu, peut-être, je ne sais pas si c'est une souffrance, mais d'hyperactivité. Tout mon entourage me dit que je ne tiens pas en place. C'est un petit peu comme si on m'avait volé du temps. Alors bien sûr, ce n'est pas totalement volé parce que j'ai beaucoup appris sur la nature humaine, sur moi-même, mes faiblesses, quelques forces. Mais quelque part aussi, on m'a volé du temps. J'ai envie de le rattraper ce temps-là, donc il y a envie de vivre les choses différemment. Donc on bouge. Sœur Michel, comment vous avez vécu ce reportage que vous venez de regarder avec attention? Ce que nous vivons tous, je crois, ce que nous avons de commun ce soir sur ce plateau, c'est justement qu'un jour, on s'est retrouvés face à soi-même. Et sœur Marie-Pierre, tout à l'heure, l'a évoqué aussi. Et ce face à soi-même, c'est peut-être ce qui est le plus perturbant. Alors, on peut s'échapper, on peut se sentir angoissé, on peut s'inventer des personnages dans sa tête, ou on peut un jour se dire, bon, ben, je me mets face à moi-même, avec tout ce que ça représente. Bon, c'est vrai qu'on atteint une certaine sérénité, un certain calme, une certaine paix. Que Jean-François n'a pas retrouvé, ce calme, cette sérénité. Non. Et ce face à soi-même ne vous a pas permis d'atteindre du tout le calme et la sérénité. Vous refusez absolument de l'aide d'un psy. Pour quelle raison? Pour en parler avec monsieur Jaffé qui est en face de vous. Tant qu'à faire, autant en parler avec les premiers concernés. Ils n'ont pas une bonne réputation déjà, les psys, dans les prisons françaises. C'est vrai, c'est vrai. Il faut savoir aussi que c'est bien de dire, de discourir, d'analyser un petit peu tout ça, mais ils ne vont pas à l'essentiel. Et je pense qu'une psychothérapie, moi, je vais me la faire tout seul. Je me la fais tout seul. J'ai envie de vous dire, en fait, que vous avez trouvé votre voie, vous êtes assez confortable avec ça, même si on sent que la prison vous a énormément marqué. Ce qu'on peut faire, c'est faciliter la réinsertion à partir de la prison, pas via les psys, hein. C'est de préparer une sortie graduelle. C'est toute l'idée de la semi-liberté, c'est l'idée des associations d'ex-dollars qui se retrouvent entre eux, ceux qui comprennent. C'est ce que vous faites pour le jeune homme dans le film. Non, ça, c'est une aide thérapeutique énorme. Je suis d'accord pour les associations d'anciens taulards. Qu'est-ce qu'il en pense, Pascal? Pascal qui est un détenu également, un ancien détenu. Moi, je pense déjà que le détenu a un très mauvais rapport avec le psy. Parce que, je parle pour ceux qui ont des affaires criminelles. Puisque déjà, on voit des experts psychiatres. Parce que l'expert psychiatre est un auxiliaire de la justice. Il travaille pour le juge. Ça fait plaisir et son que vous rôle dites ça. n'est pas d'être psy. C'est celui d'être un expert pour un juge. Le psy, je ne suis encore pas en train de le défendre à outrance, il a une capacité et un aspect professionnel qu'il peut mettre en place avec le dialogue avec la personne. Par exemple, simplement aider quelqu'un qui a passé, vous avez passé du temps en isolement, à l'aider à réintégrer la population. Parce que quand on a été dans une situation de déprivation sensorielle, c'est bien de ça qu'on a parlé pendant un moment, où on était cagoulé dans le cas de Vincent, il ne l'a pas dit, mais où on n'a pas accès à la lumière, où on n'a pas accès au son, on va avoir une phase de totale désorientation en rentrant de nouveau dans une population et de déprivation relationnelle également, parce que quand on se retrouve tout seul avec soi-même, ça peut être rigolo si on l'a choisi. Si on ne l'a pas choisi, on est vraiment mal avec ça. Et surtout dans le cas d'une déprivation sensorielle terrible, qu'est-ce qu'on a? On n'a que son repli sur soi-même. On est obligé d'ouvrir son esprit. Le paysage qu'on a, c'est l'intérieur de soi. Je voudrais intervenir au moment où vous avez dit ça peut être rigolo de se tenir face à soi-même. Quand on l'a choisi. Je sais que j'emploie facilement ce mot-là, mais il faut bien vous dire que lorsque j'ai parlé d'être face à soi-même, j'ai parlé d'une expérience amère. C'est dur de se trouver face à soi-même, c'est dur de se voir tel que l'on est, c'est très dur. Parce qu'il faut bien dire que les masques tombent, et c'est vraiment ça qui est très difficile. Et il faut bien se dire aussi que la vie monastique et la vie au monastère est dure. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous et je ne pensais pas nécessairement. Non, mais je l'ai pris au vol dans ce sens-là parce que bon, il ne faut pas croire non plus que ce soit de la rigolade toute la journée, quoi. Non, mais on sentait par exemple dans l'expérience de l'astronaute cet émerveillement qui est absolument extraordinaire. Je crois qu'elle est un peu à part quand même cette expérience. C'est un enfermement, mais vraiment totalement à part.
volontaire, que très peu de gens vivront en plus, et pour une période donnée qui est beaucoup plus courte que tous ceux qui sont ici, vous y compris, Malika également, ont connu. Je donne la parole à votre compagne et à votre fille qui sont présentes ce soir. Donc Célia Bergogne-Lacombe, donc qui a repris le nom de son papa pour partie, et Véronique Gardier, qui est donc la femme qui partage votre vie. Bonsoir Véronique. Vous partagez beaucoup de choses, vous avec votre père, vous avec votre compagnon, des choses qui sont dures, parce qu'on voit que c'est un homme qui ne tient pas en place, qui hurle, qui se déchire, qui se rebelle, qui ne veut pas se taire en tout cas. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter, toutes les deux? Il faut beaucoup de patience. Et la seule chose qu'on peut lui apporter, c'est de l'entourer et qu'il sache qu'on est autour de lui. Célia? Ouais, autour de lui, j'y suis pas trop parce que on est loin quand même. Mais bon, il sait que je suis là. Et puis lui, il est là. Et puis il est libre, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre contact avec votre père quand vous avez su qu'il était enfermé? Un père que vous n'avez pas connu, ou pratiquement pas, quand vous étiez petite. Hein. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dit, il faut que tu écrives. Que tu sois là, il n'a plus personne et il fallait que je fasse ça. Il n'y a pas eu de parloir pendant ces 3 années? Non. Pas de parloir? Vous ne vouliez pas de parloir, vous? Non. Qui voulait pas de parloir? C'est lui? Ouais. Vous auriez bien voulu? Bon, c'était loin, mais s'il y en avait eu un, ouais, j'aurais aimé. Vous ne vouliez pas, vous refusiez le parloir? Oui, complètement. Ouais. Est-ce que vous refusiez l'aumône? C'est pas ça, c'est parce qu'après c'est une véritable déchirure. C'est encore plus difficile. Et puis moi dans les prisons j'ai toujours eu des combats. Et ces combats-là, donc de toute façon j'ai jamais eu de permission, j'ai jamais eu de grâce. J'ai passé 3 licences en prison. Voilà, hein, il faut savoir où on est. On veut rester un homme et on devient un très mauvais détenu. Est-ce que c'est un homme qui sait aimer? Oui. Oui, c'est aimer. Mais parfois, sa personnalité, son combat avec contre l'enfermement ressurgit. Et je sens qu'il s'est forgé un univers dans lequel dans lesquels je ne peux pas rentrer. Il y a des fois, j'ai l'impression d'être totalement invisible. Moi, je sais qu'elle, j'essaie de la préserver un maximum. Je ne veux pas toujours lui parler de ça. Bon, c'est vrai que j'ai terminé un livre, il parle de l'enfermement, il parle de l'Algérie aussi, mais il parle surtout de l'enfermement. J'ai connu quasiment que ça, 14 ans, dans une vie. Ça fait quand même un bail. Hein. Ouais. Et comment dire à la femme qu'on aime le plus? Les 2 femmes que j'aime le plus, elles sont derrière moi. Là. Je suis très embêté, du reste. Ça me gêne terriblement. Mais comment l'emmener toujours dans mes galères? Comment lui dire? Donc, je ne veux pas la mettre dans une histoire comme ça. Je voudrais lui parler d'autre chose, mais comment faire? Pascal, vous en êtes où, vous, de votre vie amoureuse, 2 ans et demi après être sorti, c'est ça, vrai, 2 ans et quelques? Eh bien, j'ai eu une période un peu volage. Ouais. Je crois que quand on sort de quelques années comme ça, et puis à la fin, on croit retrouver la femme qu'on aime, qui nous a suivis pendant qu'on était en prison, puis qu'on se rend compte qu'en fait c'est un échec, ben, on ne sait plus trop où on en est, on se demande exactement, enfin c'est un peu le ciel qui nous tombe sur la tête, quoi. Et donc ben, on a une période où on ne sait pas trop, on se laisse aller un peu, et puis après on revient à des choses un peu plus sérieuses. Donc je dirais que je suis en bonne voie. Patricia Jeunesse est également avec nous. Où est-ce que vous êtes, Patricia? Bonsoir. Patricia, vous avez fait la connaissance de Thierry, d'un Thierry, disons-nous, par petites annonces. Un homme qui était en prison au moment où vous l'avez rencontré par voie épistolaire et qui est toujours en prison actuellement. Depuis, vous avez eu un enfant qu'il a adopté. Quelles questions vous êtes-vous posées quand vous avez pris cette décision, à savoir fabriquer un bébé qui sera élevé par quelqu'un qui a connu une longue peine de prison, hein? Oui, 20 ans. 20 ans, et avec tous les problèmes de réinsertion que cela peut comporter, que vous entendez quand... Déjà, il faut vous dire que moi-même, j'ai été détenue. Donc déjà, la vie carcérale, je connais. 1 mois, vous, hein? Oui, 1 mois. Donc c'est vraiment tout petit, c'est vraiment rien à comparer. Mais 24 heures, ça suffit, hein, de toute manière. Hein. Rien que déjà au parquet, comment on vous prend et tout, on a tout de suite compris. Disons, par rapport à Thierry, quand nous en avons discuté, bon, j'avoue quand même qu'il est en fin de peine, donc déjà... sortira d'ici 2-3 ans, quoi. 2 ans, 2 ans et demi. Donc déjà, sa fille, enfin, il la voit tous les mois, parce qu'il y a quand même des sacrifices de mon côté sur les femmes de détenus, parce qu'on attend, on se prive. Il y a des promesses, encore plus fort quand on a été détenu, parce qu'on connaît à chaque heure, à chaque moment, ce qui vit. Question parloir, par rapport à la loi... les relations sexuelles sont interdites. Bon, il y a quand même des bébés parloirs. Comment ça se fabrique un bébé parloir? Comment ça se fabrique? On a très peu de temps. C'est-à-dire? Ça tourne. Hein.
Ça tourne. Les surveillants tournent, oui. Ah, bien sûr. Combien de temps vous avez entre deux tournées? Avec les préliminaires ou sans les préliminaires? Ça, je sais pas, débrouillez-vous. Enfin, disons qu'on a en gros, 10 minutes, un quart d'heure. Mais on a quand même des complices, quoi, qui fait que, bon, entre femmes de détenus, on est très solidaires. Il y a des surveillants qui sont sympas aussi, qui ne bougent pas ou qui préviennent. Attention, je passe. Donc on peut fabriquer un bébé au parloir? C'est tout à fait possible. D'accord. Le père de votre enfant devait sortir donc d'ici 2 ans? Oui, maximum. février 2001, normalement. Comment vous appréhendez la vie qui suivra ensemble après 20 ans d'enfermement? La crainte? Oui, comment vous l'appréhendez? Enfin, comment vous l'imaginez? Moi, la crainte, c'est par rapport au travail que, du moins, j'ai peur pour lui. Pour le reste, non. Je n'ai pas peur de ce qui peut arriver à sa sortie, parce que je sais ses craintes. Ah, vous avez peur avant sa sortie? Vous avez peur qu'il y ait quelque chose encore avant qu'il ne sorte? Voilà, exactement. D'accord. À vos côtés, c'est Patrick Marest. Bonsoir Patrick, vous êtes délégué de l'Observatoire international des prisons. Dites-nous, d'après ce que vous avez observé, d'après ce que vous savez, à quelles conditions les familles résistent à l'enfermement de l'un des deux? On parle de longue période, évidemment. Hein. D'abord, il faut qu'ils soient extrêmement forts l'un ou l'autre, puisqu'on l'a vu, le maintien des liens familiaux, c'est un véritable champ de ruines. La prison transforme un individu soit en personne totalement détruite, physiquement, psychologiquement, parce qu'elle le rappelait, ou alors le transforme en bloc de haine. Donc imaginez ce que ça peut donner. Donc vous confortez ce que vous êtes dans le même sens que ce que nous disent... Totalement. Rajoutons à ça que la moitié des détenus simplement reçoivent une visite. Ça veut dire que la moitié d'entre eux n'ont aucun proche, aucune famille qui va les voir régulièrement. Quoi reconstruire après? Strictement rien. Et pour ceux qui reçoivent une visite, on a pu constater par ailleurs que plus la peine est longue, plus les visites s'espacent et plus la relation se dégrade. Alors ça se dégrade un peu moins pour la famille d'origine, les parents, les frères et sœurs, que pour la famille constituée. La femme ou les enfants, d'évidence, il y a une difficulté pour les uns pour les autres à reconstruire quelque chose au moment de la sortie. C'est extrêmement compliqué. Il n'y a effectivement, comme disait monsieur tout à l'heure, aucun sas de décompression. Rien n'est organisé pour essayer de ramener par phases successives la personne dans la collectivité. Une des fonctions de la prison, c'est précisément de réinsérer. Mais comment peut-on espérer ça d'une telle institution qui prend comme préalable de couper tout le lien de la personne avec la collectivité, socialement, économiquement, de ses proches, etc. Donc c'est une mission impossible. Donc la récidive fait partie des séquelles de l'enfermement, probablement. Très clairement, 60% des gens y retournent de toute façon, ont affaire à la justice dans les 5 ans qui suivent, 40% retournent par la case prison, c'est variable d'ailleurs, hein. Si on parle d'atteinte aux biens, les voleurs retournent à 70%, donc constat d'échec quand même de l'institution carcérale qui est censée prévenir un peu les choses. En revanche, pour les atteintes aux personnes, il y a une récidive que de 10%, ce qu'il faut que les gens sachent d'ailleurs. Malika, merci Patrick, excusez-moi. Malika, vous dites avoir vécu l'enfermement depuis l'âge de 5 ans. Alors ça, il va falloir qu'on revienne là-dessus parce que c'est difficile à comprendre. Depuis l'âge de 5 ans, alors que vous dites avoir vécu, alors que vous avez vécu, à la cour du roi entre 5 et 17 ans, la cour du roi du Maroc. Comment se sont déroulées ces 12 années pour que vous en arriviez à dire que ça a été aussi des années d'enfermement? Tout à fait, parce que complètement exclu de la réalité, vivant dans une bulle, sans contact avec le monde. De l'âge de 5 ans à 17 ans, je n'ai vu le monde qu'à travers une vitre, c'est-à-dire le passage d'un palais à un autre. De temps à autre, une visite en ville pour acheter des journaux auxquels je n'avais pas le droit, mais sans avoir l'autorisation de regarder à droite ni à gauche. C'est ça, faire partie de la cour du roi? Oui, pour ainsi dire, c'est ça, dans le sens où vous faites partie quand même d'un harem, où c'est un monde complètement séparé du monde réel. C'est des esclaves, c'est notre vie. Et on porte un regard sur l'extérieur avec un certain mépris presque. C'est des gens de l'extérieur. Il est arrivé un moment où j'ai pris conscience d'une chose, c'est que j'avais envie d'oser la vie. Donc j'ai compris que ce n'était pas ma vie, je n'étais pas faite pour ce genre de vie-là, être la femme soumise, une femme... Donc j'ai osé. À 17 ans? À 17 ans, et j'ai dit que j'en avais un peu assez, puisque de toutes les façons, je vivais un dilemme, je ne savais pas qui vraiment j'étais. Je n'étais pas vraiment sa fille, je n'étais pas vraiment une princesse. Non, votre père faisait partie de ses proches, on va y revenir dans un instant. Je voyais mon père à la cour,
Je voyais ma mère aussi à la cour de temps à autre. Mes frères et sœurs, bon, je savais qu'il y avait une naissance. Il m'arrivait une fois par an de, vous étiez coupé, vraiment, quoi, de pouvoir aller les voir. Donc à 17 ans, j'ai compris. Bon, j'ai eu un moment où je me suis dit, ça suffit, on ne va pas continuer à m'imposer une vie. Et j'ai pris les devants et j'ai choisi à ce moment-là ma famille. Donc le roi a accepté. Il aurait pu refuser? Oui. Oui. Ça a duré 2 ans, Malika. À la suite de ces 2 ans, vous avez été emprisonné à la suite d'un coup d'État qui a été fomenté en 1972 par votre père contre le roi du Maroc, le général Oufkir, qui lui a été exécuté. Toute votre famille a été emprisonnée. Toute votre famille, ça signifie qui exactement? Ma mère, qui était une jeune femme de 36 ans. J'étais l'aînée, donc j'avais 19 ans. Une sœur, Myriam, qui en avait que 16. Un frère de 14 ans. 2 petites sœurs de 9 et 10 ans. Et le dernier qui n'avait que 3 ans. Quelles étaient les conditions de détention? Bon, écoutez, au début, c'était des conditions qu'on a considérées, nous, quand je dis nous, ma mère et moi, qui étions en âge de comprendre et d'assumer, plutôt normales, puisqu'on était encore réunis, qu'on pouvait encore manger à notre faim. Évidemment, on est sorti du conte des 1001 nuits au désastre, c'est-à-dire le désert et rien que ça. Et puis nos conditions de détention se sont malheureusement détériorées, on ne comprend pas la raison. On vous a séparés? On nous a séparés à partir de 1977, donc on a changé de camp et là on nous a réellement enfermés dans des cellules séparées et sans pouvoir sortir pendant 8 ans, sans voir de lumière, sans aucun moyen de passer le temps, sans médicaments, sans un repas par jour. C'était pas une cage dorée, hein? Ah non. Non. Un repas par jour, les cafards, les rats, vous racontez ça dans un bouquin que vous avez coécrit avec Michel Fitoussi. Une détention absolument atroce, quoi. Oui. Et là, en écoutant un petit peu les témoignages, je pourrais dire que je suis un petit peu dans chaque cas. Je ne peux pas dire, je me retrouve un peu dans le cas du prisonnier, du détenu, je me retrouve dans le cas un petit peu de l'otage. Mais dans le cas du cosmonaute, je pourrais dire oui, ça a été un petit peu notre situation, mais sans avoir la liberté ni le plaisir de pouvoir regarder la Terre. C'est-à-dire, nous, nos conditions, c'est sans contact avec la société. Ça a été une rupture brutale. Donc, quand on disait tout à l'heure être face à soi, oui, c'est véritablement être face à soi-même. Et pour éviter justement d'en arriver comme monsieur, c'est-à-dire avec une certaine rage et une certaine révolte, c'est quand on est complètement coupé du contact humain et de la notion de société. À ce moment-là, c'est réellement le cheminement qui vous amène à mieux vous connaître. Et dans cette connaissance de soi, il y a forcément une espèce de révélation que moi aujourd'hui je n'arrive pas à la qualifier. Je ne peux pas dire si c'est la foi, mais du moins c'est une révélation, c'est la connaissance de soi qui vous permet à ce moment-là de réintégrer la vie, d'accepter la vie et de la vivre avec en tout cas beaucoup de tolérance. La connaissance de soi, c'est ce qui vous rapproche des sœurs, cette forme de spiritualité, parce que vous disiez que vous vous retrouviez un petit peu en chacun de tous les autres invités. D'accord. L'enfermement, évidemment, ne s'arrête pas au moment où on sort. Hein. On parle aujourd'hui aussi beaucoup des séquelles de l'enfermement. Vous dites notamment dans votre bouquin que les 3/4 de votre corps sont morts. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie, surtout lorsqu'on rentre si jeune. Et là, quand on rentre si jeune et avec quand même le poids, c'est le poids de l'innocence. Parce que c'est plus facile à vivre lorsque vous avez une raison d'être enfermé. Et donc, vous apprenez déjà, c'est tuer votre corps, c'est arriver à tuer toutes les pulsions, parce qu'il est difficile de cohabiter avec son corps et son esprit dans un espace tellement réduit, et d'accepter déjà le poids du temps. Donc, c'est un effort, c'est un travail sur de longues années, et finalement, au bout du compte, vous réalisez que vous avez tué une grande partie en vous. Ce qui reste, vous vivez de tout ce qui est mental. Et donc, quand la liberté est là, ce n'est pas évident non plus. On ne peut pas arriver, claquer des doigts. Comme disait monsieur, sa première relation, c'est dire oui, c'est vrai, quand vous êtes dedans, vous vous dites si on m'accorde 48 heures, on est tellement obsédé, on se dit 48 heures, j'accroche le premier venu et voilà. Mais finalement, ça ne se passe pas comme ça parce que vous avez tué votre corps et ce corps-là, il faut lui laisser le temps. Et puis, il y a certaines choses que vous pouvez raviver sur le plan des sentiments.
Mais le corps, non. Il y a certaines choses qui sont, je crois, mortes à jamais. Vous avez eu une sexualité avant d'entrer en prison ou... Non. Non. Donc Non. vous avez découvert la sexualité à la sortie de prison et encore pas tout de suite après, si je comprends bien ce que vous nous dites. Oui, la sexualité, finalement, je l'ai découverte. Pour moi, elle était tellement associée au sentiment que finalement, je n'ai connu la sexualité, l'épanouissement que le jour où j'ai aimé. Et je me suis sentie aimée. Est-ce que vous avez parfois l'impression d'être encore en prison? C'est pas... Moi, j'en suis arrivée plutôt à apprivoiser justement tout ce passé. Parce que je trouve, sinon ce serait invivable. Sinon, je crois que je ne supporterais pas de survivre à tout ça. Donc, j'accepte mes moments de crise. Mon mari l'a compris. Et c'est, je crois, la plus grande preuve d'amour aussi. Quelle crise? Quel type de crise? J'ai besoin de me retrouver seule, et j'ai besoin de complètement m'exclure. Je m'enferme. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, évidemment, j'impose la télévision 24 heures sur 24, ce qui n'est pas évident pour quelqu'un qui travaille comme lui et qui a besoin quand même d'une rupture, qui a besoin de silence. Moi, je ne peux pas. Le silence, c'est quelque chose qui me ramène en arrière, et donc j'ai besoin toujours de bruit, j'ai besoin d'un peu de lumière. Oui, ça. Vous avez cette phobie du noir aussi dont on parlait? Oui. La phobie du silence, vous l'avez également, Vincent? Oui, bien un petit peu de bruit, pas trop, mais un petit peu de bruit. Un petit peu de bruit quand même, un petit fond. Ouais. Et puis l'extérieur, le monde. Et vous avez l'impression que ça revient peu à peu? Oui.